Les GIGN sont arrivés, ils ont défoncé la porte avec un bélier. C'était tellement violent qu'on n'imagine même pas ce qui nous arrive en même temps. Ils se sont retrouvés sur le banc des accusés. La police vous dit, bon voilà, on a des preuves irréfutables contre vous de poudre de pistolet, donc tu peux pas nier contre ça. Je me suis retrouvé avec une accusation pour viol. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. Mais pour moi, je considérais qu'il y avait manipulation. Les douaniers ont trouvé dans la valise bien cachée 8 kilos de drogue. Donc ils se sont retrouvés tous les trois en prison. Les gens disent, tiens, on a attrapé vraiment le vrai meurtrier, donc on est tranquille. Donc on rentrait dans un délire, dans une machine qu'on pouvait plus s'en sortir. Pour prouver leur innocence, ils ont dû se battre. Quand je me voyais à la télévision, c'est simple, ça me faisait mal. Voir ma photo, voir mon nom, tout ça, ça m'a sali au fond de moi-même. Au début, j'avais fait une tentative de suicide pour créer mon innocence, pour qu'on essaye de m'écouter. Quand on sait qu'on n'a rien fait, on a cette épée de Damoclès sur la tête, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, ils tentent de reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée. C'est une blessure qui ne pourra plus jamais se refermer, malgré que vous n'avez rien fait du tout, mais vous vivez avec ça. C'est un poids, c'est quelque chose que vous portez tous les jours. Il faut toujours se battre, ne pas rester seul, compter sur sa famille. Ça, c'est ce qui m'a sauvé. Bonjour à tous, merci d'être fidèles une fois de plus à notre rendez-vous quotidien. Vous avez tous entendu parler de l'affaire du tueur de l'Essonne. L'Essonne où un homme aurait commis 4 meurtres. Pendant 10 mois, la police a cru que cet homme, c'était vous, Michel. Vous avez été mise en examen et incarcérée pour le meurtre de votre petite amie, retrouvée morte dans son parking. Avec vous, nous allons ouvrir notre première partie sur le banc des accusés. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté notre invitation. Nous allons revenir évidemment sur votre histoire pour essayer de comprendre comment les événements vous ont conduit sur le banc des accusés. Vous connaissiez Nathalie, la victime, depuis 2007. Quel genre de relation entreteniez-vous tous les deux? C'est une relation d'amitié, déjà. C'était une relation complice, quoi. Que d'amitié? Oui, il y a beaucoup d'amitié. Et que ça? Oui, il n'y a pas que ça, il y a autre chose derrière, bien entendu. Mais c'est quand même une relation, quoi, une histoire d'amour? Oui, c'est une histoire d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, mais avec elle, bon, on se retrouvait, quoi. Mais avec des relations sexuelles, quand même? Tout à fait, exactement, oui. Donc c'était quand même une vraie relation? Oui. Hein, on peut dire ça comme ça. Qui était au courant de votre relation? Sa maman était au courant, ses amis. À part ça, moi, personne ne le savait que je fréquentais Nathalie. Vous aviez des projets avec elle? Au début, non. Sur la fin, oui, parce qu'elle voulait un enfant de moi, et moi, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je ne me sentais plus être papa à mon âge. Et à l'époque, j'étais pas du vieux, mais je veux dire, je ne me sentais pas capable de refaire un enfant. Vous aviez déjà des enfants, vous? Tout à fait, j'ai déjà des enfants, oui. Donc pour elle, c'était une relation sérieuse, puisqu'elle envisageait un avenir? Oui, parce qu'elle voulait arrêter, elle voulait se ranger, elle voulait vraiment repartir sur un bon pied, de construire quelque chose de fiable. Ouais. Alors que vous, c'était pas ce que vous aviez en tête avec elle? Non, non, non. Vous diriez quoi? Que vous n'aviez pas de sentiments pour elle? Si, j'avais des sentiments, mais d'entrée de jeu, on était bien d'accord qu'on ne faisait pas notre vie ensemble. D'accord. Donc pour vous, c'était une histoire comme ça, mais sans volonté de construire quelque chose avec elle? Exactement, c'était pas construire quelque chose avec elle. Vous gardez quel souvenir de votre dernière entrevue avec elle? Un très bon souvenir. J'ai passé la nuit avec elle du 24 au 25. On a passé la soirée ensemble, on a été déjeuner et tout. Et puis après, bon, elle est venue me raccompagner sur le quai de la gare. D'accord. Vous avez parlé de quelque chose de précis sur le quai de la gare? Non, pas spécialement. On s'est dit, bon, on se rappelle dans la journée ou demain. Elle devait être triste quand même que vous ne partagiez pas son envie de vouloir un enfant?
Oui, elle avait accepté. De toute façon, Elle avait accepté. elle avait accepté mon choix. Donc vous l'avez quitté à ce moment-là. Et comment avez-vous appris la nouvelle de son décès? Je l'ai appris pendant mon arrestation, parce qu'ils sont remontés jusqu'à moi, parce que moi j'avais téléphoné ce jour-là. J'ai laissé 2-3 messages sur son portable. Parce que vous n'aviez pas de nouvelles De d'elle? nouvelles, oui, parce qu'on devait se téléphoner ce jour-là. Mhm. Et Ça vous inquiétait? Oui, parce qu'en général, elle répondait à chaque fois sur mes appels. Mhm. Et puis bon, ce jour-là, elle m'avait pas répondu du tout. Alors c'est en images que nous allons découvrir comment les événements se sont enchaînés pour vous et à quel cauchemar vous avez dû faire face le jour où vous avez été accusé de meurtre. Clamer son innocence, c'est probablement le pire qui puisse arriver, être accusé à tort. En tout cas, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous, dans les Hauts-de-Seine. Le 27 novembre 2011, Nathalie Davids est retrouvée morte dans le parking de sa résidence de Juvisy-sur-Orge. Très vite, les soupçons se portent sur son amant, Michel Courtois. L'homme est interpellé chez lui le 1er décembre suivant. Michel habite toujours dans le même appartement et le souvenir de son arrestation continue de le hanter. Bon voilà, les GIGN sont arrivés. Ils ont défoncé la porte avec un bélier. Ils m'ont cassé le bâti de porte. La porte ne ferme plus du tout à clé. C'est très difficile de vivre ici. Ça, c'est clair et net. On a toujours une pensée en sachant que, bon, on n'est pas à l'abri, qu'ils peuvent revenir pour faire une perquisition, n'importe quoi. Moralement, c'est dur. Au petit matin, alors qu'il dort encore, Michel est réveillé par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Il y en avait un de chaque côté. Ils m'ont mis le genou comme ça dans le dos. Deux beaux gaillards, avec le fusil à pompe comme ça, en disant « bouge pas, connard, bouge pas, connard ». Je ne pouvais rien dire, rien faire. C'était tellement violent qu'on n'imagine même pas ce qui nous arrive en même temps. On ne sait pas sur quelle planète, on ne sait pas ce qui nous arrive. On ne sait rien du tout, on ne sait rien. S'ensuivront 7 mois et demi d'incarcération. Et pour la presse, Michel est le coupable idéal. Quand j'étais en prison, je suivais l'affaire. Quand je me voyais à la télévision, c'est simple, ça me faisait mal. Voir ma photo, voir mon nom, tout ça, ça m'a sali au fond de moi-même. Donc moi, je conservais les articles parce qu'au début, les médias, ils m'ont enfoncé dans tous les sens, comme quoi j'étais vraiment le tueur de l'Essonne, comme quoi j'étais un tueur de sang-froid. Qu'à un moment donné, ils se sont aperçus comme quoi j'étais vraiment pas le tueur. Là, les médias sont revenus vers moi en disant « Bon, voilà, on a peut-être fait une erreur ». Et quand je revois ces articles-là, ça me fait du bien en sachant que, bon, l'opinion publique se dit « Bon, ce n'est pas lui ». Le jour du procès, le jour du verdict, je pense que là, l'opinion publique, ils auront dit « Là, vraiment, la justice a fait une grosse erreur ». Si Michel a pu échapper à cet acharnement judiciaire, c'est grâce à Maître Bouzeroux, qui a repris l'affaire en avril 2012. Lorsque je suis allé le voir pour la première fois, donc après avoir étudié ce dossier, je lui ai dit directement ce que je fais très rarement, que je croyais en son innocence. Je lui ai dit qu'il serait remis en liberté très rapidement, mais les choses ont été plus difficiles que ce que j'imaginais. Il a fallu entrer dans un véritable bras de fer avec l'institution judiciaire, car selon moi, la justice a fait preuve dans ce dossier d'une mauvaise foi extraordinaire. Cette histoire fait peur. J'espère que M. Courtois pourra se remettre de tout ça, mais c'est extrêmement difficile parce que même aujourd'hui, il y a encore des acteurs judiciaires qui diront qu'il y a toujours un doute. Vous savez, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il est très compliqué pour des gens d'imaginer que la justice puisse se tromper à ce point-là. Et malheureusement, ça, il faut vivre avec. Mais M. Courtois a montré à quel point il était fort. Moi, je pense que je n'aurais pas supporté un dixième de ce qu'il a supporté, réellement. Donc je pense qu'il faut être très fort pour faire face à tout ça. Affaire terrible, je vous observais pendant la diffusion du reportage, je vous vois très nerveux. Je sens à quel point moralement c'est encore difficile pour vous tout ça. Ah oui, moralement, oui, c'est très très difficile. De revivre ces événements, vous en faites des cauchemars récurrents? Ouais, ça m'arrive de dormir, bon, je dors pas si bien que ça, je dors sur une oreille, le petit bruit, tout ça. Automatiquement, je me réveille, je me laisse voir si la porte est toujours fermée. C'est dans la tête, c'est vrai, mais bon, psychologiquement, c'est très très difficile à vivre. Ça vous est arrivé, avant que tout cela ne se produise, de faire des cauchemars où vous étiez accusé à tort? Non, non, absolument pas. J'ai jamais fait de cauchemar du tout. Citoyen banal de la société, c'est tout. Ouais. Alors, on se demande pourquoi vous avez avoué en fait ce crime. Qu'est-ce qui vous a poussé
Vous diriez que vous avez avoué ou qu'on vous a extorqué des aveux? Non, c'est plutôt... non, j'ai pas avoué, il faut bien le savoir. C'est des aveux qui ont été extorqués. Hein, quand vous voyez que la police vous dise, bon voilà, on a des preuves irréfutables contre vous de poudre de pistolet, donc tu peux pas nier contre ça. Donc la garde à vue, ça a duré plus de 40 heures, mais une garde à vue très très musclée quand même, très musclée. Ça veut dire quoi, très musclé? Très musclé, c'est qu'on vous met de la pression psychologique, mais d'une force inimaginable. On vous donne des petites claques dans le dos, derrière la tête. Donc, vous mangez quasiment pas, vous dormez pas, donc vous êtes affaibli. Donc, à un moment donné, vous savez plus sur quelle planète vous êtes. Donc, Il y a un avocat qui avait été commis oui, d'office. une avocate a été commis d'office. Elle m'a pas défendu du tout pendant la garde à vue. Elle me mettait plutôt des choses à charge au lieu de la décharge. Donc il faut savoir que prenait ces petits papiers que le policier marquait, elle corrigeait les fautes d'orthographe et tout ça, quoi. Aujourd'hui, t'es un beau garçon. Vous vous êtes pas senti soutenu? Du tout, absolument pas. Non, non. Donc du coup, on vous a extorqué ces aveux. Vous avez fait 7 mois et demi de prison. Exactement, oui. 7 mois et demi, ça doit être très très long. Je le souhaite à personne déjà, mais c'est très long, en sachant que vous n'avez pas de cas judiciaire, vous n'avez absolument rien avec la police. Qu'est-ce que vous ressentiez derrière ces barreaux? Le ressentiment d'injustice, parce que les gens, il y a une suspicion qui vole, et puis les gens disent, tiens, on a attrapé vraiment le vrai meurtrier, donc on est tranquille. Mais moi, non, j'étais trop mal dans ma peau. Est-ce que vous passiez votre temps à clamer votre innocence? Exactement. J'avais pensé, au début, j'avais fait une tentative de suicide, parce que personne ne voulait m'écouter. Et après, j'ai fait une grève de la faim, pour créer mon innocence, pour qu'on essaye de m'écouter, quoi. Et ça portait ses fruits, on vous écoutait Non, ou pas plus non, que ça? absolument pas, non. Ça n'a pas porté des fruits, parce que j'avais une juge d'instruction qui s'est complètement acharnée contre moi. Alors, il se trouve qu'un deuxième crime a eu lieu alors que vous étiez incarcéré. Comment la justice a-t-elle réagi à ce moment-là? Elle a réagi quand même assez violent, parce que la juge d'instruction, elle avait dit à travers les médias comme quoi que je faisais partie de la mafia, que je commanditais les meurtres de l'intérieur de la prison pour me disculper du premier meurtre. Donc on rentrait dans un délire, dans une machine qu'on ne pouvait plus s'en sortir, quoi. Parce que le deuxième crime, il a été commis dans la même zone? Dans la même zone, sur le même parking que la première. Alors, il est temps de se tourner vers Maître Gégère, avocat pénaliste. Longtemps qu'on ne vous a pas vu, cher maître. Alors, c'est toujours terrible, ces histoires d'injustice, être accusé à tort. Il n'y a rien de pire, quoi. Ben, en fait, c'est vraiment pour des gens comme moi lorsque l'on est plongé dans ce milieu-là, c'est le cauchemar absolu. C'est l'angoisse même absolue, parce qu'il nous arrive de croiser des gens à qui c'est arrivé. Et on se rend compte qu'il suffit d'un rien pour que la machine judiciaire s'emballe. Souvent d'ailleurs, plus l'affaire est sensationnelle, plus elle est relayée par les médias, plus il existe, il ne faut pas l'oublier, une pression sur les services enquêteurs où on leur dit il faut trouver tout de suite. Finalement, l'histoire de Michel, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation? Parce qu'il avait la relation qu'il avait avec la victime et parce que c'est le dernier à avoir eu un contact avec elle. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un peu léger quand même pour l'accuser immédiatement, mais il y a cette pression qui s'opère. Et puis la deuxième chose qu'il faut dire et qui est notable dans l'histoire de Michel, c'est les conditions du déroulement de la garde à vue. Cette espèce d'obsession de certains services enquêteurs que d'avoir des aveux d'une personne, quel qu'en soit le coût, finalement à n'importe quel prix. Et on se rend compte... N'importe qui serait capable d'avouer quelque chose qu'il n'a pas commis face Regardez à cette Michel, pression? c'est un garçon qui a l'air parfaitement équilibré, il n'a pas 18 ans, il a vécu, il a une certaine expérience de la vie. Rien, a priori, ne laisse à penser que c'est un garçon particulièrement faible, ce n'est pas le cas. Et pourtant... lui qui sait pertinemment qu'il n'a absolument pas commis ces faits, va les avouer. Ça nous donne une idée, on ne peut pas l'imaginer, mais ça nous donne quand même une idée de la pression dans laquelle se retrouve une personne gardée à vue. Vous savez, si du jour au lendemain, alors que ça ne vous est jamais arrivé, on vous dit maintenant c'est moi qui décide quand tu vas boire, quand tu vas manger, quand tu vas dormir, quand tu vas parler, quand tu vas te taire, c'est vraiment une pression absolument incroyable. Et j'allais dire que plus on est
extérieure à la criminalité, et plus c'est compliqué à vivre. Vous savez, quelqu'un qui est fiché au grand banditisme, qui fait 3 gardes à vue par mois, pour lui, il l'a fait sur un pied, comme on dit. Mais pour des gens qui sont des honnêtes gens, c'est véritablement une épreuve très très lourde. Ce que je note enfin, c'est que l'histoire de Michel nous enseigne qu'il y a une assistance d'avocats en garde à vue. Par pitié, prenez des avocats expérimentés, prenez des avocats pénalistes, dont c'est le métier, parce qu'il y a dans mon métier d'avocat des centaines de métiers différents. Et je sais que, et c'est normal que les jeunes avocats commencent à faire leurs armes dans ces conditions-là, mais il y a des choses qu'il ne faut jamais conseiller à un client. Vous ne connaissez rien d'une affaire. Il faut se rappeler que quand un avocat arrive en garde à vue, il n'a pas accès au dossier. Comment est-ce que je vais pouvoir conseiller à mon client d'avouer des faits sur la seule base de la discussion que j'ai eue dans le couloir pendant 3 minutes avec 2 officiers de police judiciaire? C'est très compliqué. Il ne faut surtout pas prendre ce genre de risque. On voit les dégâts que ça peut causer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que encore faut-il... Je vais vous dire, c'est très simple. Tant qu'on sera dans notre système où l'avocat n'a toujours pas accès au dossier au moment où il intervient près de son client en garde à vue, le conseil le plus simple à dire, c'est vous gardez le silence. Vous gardez le silence tant que nous n'aurons pas eu accès au dossier et aux éléments qui sont à charge contre vous pour pouvoir les discuter. À quoi bon Sauf que, d'après ce qu'on comprend, les méthodes sont parfois un peu musclées, c'est ce que vous avez dit. Sûr. On vous empêche de dormir, on vous empêche de manger, des petites claques parfois qui tombent un peu trop souvent. Pas facile de garder le silence. C'est véritablement une épreuve dont C'est on incroyable n'imagine pas d'ailleurs que l'ampleur. ce soit possible de laisser des représentants des forces de l'ordre se comporter comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'affaire de Michel est en 2011 et que je crois qu'à l'époque, on n'est pas encore en assistance en garde à vue pendant les interrogatoires. C'est arrivé quand ça? Ça a été 2012. décidé quand? C'est 2012. Ouais. À ce moment-là, l'avocat intervient, il a droit à un entretien d'une demi-heure confidentiel avec son client et après, il s'en va. Donc on en était encore aux anciennes méthodes d'interrogatoire où il y avait de la déstabilisation, de la Alors pression qu'aujourd'hui, psychologique. l'avocat peut rester toute la durée de la garde à vue? Comment ça se passe? Aujourd'hui, l'avocat est présent pendant tous les interrogatoires. Ça veut dire qu'au lieu que l'officier de police judiciaire soit finalement seul maître du moment où il va interroger la personne, je vous donne un exemple. On l'interroge jusqu'à 11h du soir, c'est bon, on le met en cellule et puis on se verra demain matin. Puis à 3h du matin, on le lève, on l'interroge, on lui pose 3 questions, on le recouche, puis à 4h30, on le relève. Enfin, tout ça ne peut plus exister parce qu'il faudrait à chaque fois appeler l'avocat pour lui dire de venir. Et si l'avocat considère que ces méthodes sont en dehors de ce qui peut être acceptable sur le plan au regard ne serait-ce que du droit européen et de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est plus faisable. Donc aujourd'hui, quelque part, finalement, l'avancée législative fait que ces histoires-là, a priori, ne devraient plus pouvoir exister. Dernière chose, plus vous êtes innocent, plus vous avez besoin d'un avocat en garde à vue, je serais tenté de dire. Parce que c'est exactement le discours inverse qu'on vous sert. On vous dit, vous avez besoin d'un avocat, vous avez quelque chose à vous reprocher? Non, c'est justement parce que j'ai rien à me reprocher que j'ai besoin d'un avocat. Ça, c'est un bon conseil. Voilà. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce thème difficile. Vous, Frédéric, vous avez été marié pendant 5 ans. Comment a commencé votre histoire d'amour? En France, donc avec une personne qui venait de l'étranger. Et ensuite, je suis allé la rejoindre dans son pays. L'année suivante, vous avez une petite fille ensemble. Vous étiez quel genre de parents? Comme tous les parents qui découvrent la joie d'avoir un enfant, on était tout gaga. Et puis on apprenait à avoir des responsabilités de parents. Et on regardait notre enfant grandir avec beaucoup d'émerveillement. Donc vous étiez plutôt en osmose. Ouais, c'était sympa. Qu'est-ce qui est venu dégrader votre vie de couple? Malheureusement, j'ai commis un impair autour d'une folie qui m'est arrivée. J'ai été pris par le jeu casino. J'ai dépensé beaucoup d'argent à ce niveau-là. Ouais. Et ça n'a pas plu, donc le mariage, il y a eu séparation. Voilà. Donc après combien d'années de vie de couple? 4 ans, 4 années de vie commune. Comment vous êtes-vous partagé la garde de votre enfant? Justement, en fait, vu ce qui s'était passé, bien entendu, il y avait une animosité au niveau de mon ex-conjointe. Et donc la garde d'enfant devait se passer à l'amiable au départ, et ensuite, en fait, il n'y a pas eu une volonté en fait, d'accepter ce que je voulais, enfin je souhaitais, et donc je suis passé par le juge d'affaires familiales pour
revendiquer un droit de visite. Et dès ce moment-là, il y a eu, alors c'était certainement ça s'expliquait certainement par pas une haine, mais une mauvaiseté de par ce qui s'était passé, quoi. Donc une volonté de mon ex-femme de ne pas vouloir, de tout faire en fait pour que je ne vois pas ma fille comme je le voudrais, quoi. Donc ça a commencé comme ça. Et puis ça s'est enchaîné comment? Au départ, il y a une volonté de m'empêcher de voir ma fille. Donc ça a été des arguments complètement arbitraires, du Quel style mon ex-mari est malade, il a une spondylarthrite ankylosante, il ne peut pas se baisser pour s'occuper de sa fille si elle tombe par terre, enfin des trucs comme ça. Est-ce que c'était vrai? Alors, je suis effectivement atteint de cette maladie, mais je pouvais à l'époque très bien me baisser et m'occuper de ma fille sans problème, puisque une enquête sociale a été diligentée, prouvant que j'étais en capacité de faire d'être avec ma fille sans problème et tout seul. Par contre, l'enquête sociale, elle dure longtemps, c'est quand c'est comme ça. Donc, en attendant, j'étais obligé de voir ma fille avec une tierce personne. C'est le juge des affaires familiales qui décide de cela. Et quand j'ai obtenu la garde officielle, donc alternée comme tout parent divorcé peut avoir, 2 jours après, je me suis retrouvé avec une accusation pour viol. C'est votre ex-femme qui vous accusait? Alors, c'était plus compliqué que ça. C'était, sur le moment, c'était un témoignage de ma fille, qui avait 3 ans et demi à l'époque, rapporté par une parente de la famille. Et donc, ça a été présenté à la police comme ça. Donc, en fait, comment ça s'est passé? Alors, je reçois un coup de fil, venez au commissariat pour une affaire vous concernant. Et là, j'ai pas du tout la même expérience que monsieur. Je suis désolé. C'est que j'ai été vraiment pris en charge par des gens, par une police très, très bien. Parce que, en fait, dès le départ, alors ce que je ne savais pas quand je suis arrivé dans le commissariat, le commandant qui s'occupait de l'affaire savait qu'il y avait anguille sous roche. Et moi, il voulait. C'est-à-dire quoi, anguille sous roche? Anguille sous roche, c'est-à-dire que cette histoire d'accusation de viol n'était pas valable. Parce qu'auparavant, il avait déjà fait des contre-expertises, des expertises et contre-expertises. Il avait entendu, ce que je ne savais pas, hein, l'enquête était déjà bien avancée, il avait entendu ma fille et il avait entendu mon ex-femme. Donc moi, je suis arrivé sans savoir tout ça. En fait, quand vous êtes arrivé, vous ne saviez pas qu'on vous accusait de viol. Exactement. Alors, donc c'est le commandant qui vous l'a dit? Il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, votre fille a été violée. Il l'a joué très finement parce qu'il m'a mis dans une situation pour voir la réaction. Parce que lui, il avait 90% de certitude que je n'étais pas responsable. Mais il voulait avoir ses 100%. Bien sûr, donc il l'a joué comme ça. Il a dit, voilà, votre fille a été violée. Donc, bien entendu, je me suis énervé en disant, c'est pas possible, qui c'est le salaud qui a fait ça. Enfin, bref, je me suis emporté dans le bureau. Et après, il a dit, c'est vous qui êtes accusé. Bon, là, j'ai perdu un peu le cours de mes sensations et j'ai fait un petit malaise. Parce que vraiment, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me retrouvais dans cette situation-là. Bon, ça fait 18 ans. Donc, est-ce qu'on peut dire en gros que toutes les réactions que vous avez eues ont conforté le commandant dans ses opinions? Il me l'a pas dit quand je l'ai revu plus tard. Mais effectivement, il m'a expliqué plus tard pourquoi il avait organisé les choses comme ça. Alors effectivement, je pense que mon comportement naturel a été évocateur. Est-ce que des examens ont été pratiqués sur votre fille? Oui. Oui, et des examens en fait prouvaient qu'il n'y avait pas eu du tout viol. Ah bon? Ah oui. Pour moi, alors la justice ne l'a pas jugé comme ça, mais pour moi, je considérais qu'il y avait manipulation. Voilà. Psychologique? Oui, une histoire de vengeance pour c'est vrai, une affaire au départ où j'étais responsable, mais se venger comme ça par intervenir un enfant, en utilisant un enfant et son propre enfant de cette façon-là, je trouvais ça pas très très bon, quoi. Alors, il se trouve que le dossier n'a pas été refermé. Alors le dossier est refermé. Il est refermé. Il y a eu, si vous voulez, ça s'est passé en 97. Et de 97 à 2001, je n'ai pas été autorisé à voir ma fille. Parce que il y a eu plusieurs plaintes. Donc la première a été gérée par la justice en comment on appelle ça, en classement sans suite.
La deuxième, il faut savoir que l'avocat qui est là, certainement en parlera. Il faut savoir qu'il y a une possibilité après de porter plainte auprès du doyen des juges. Donc c'est ce que mon ex-femme a fait. Non, je porte plainte auprès du doyen des juges parce que j'estime qu'il a fait quelque chose. Donc du coup, il y a eu une nouvelle enquête et là aussi j'ai eu un non-lieu faute de preuve. Elle a fait appel, non-lieu aussi faute de preuve, et elle est allée jusqu'à donc la cour d'appel qui, eux, n'ont pas décrété de non-lieu, ils ont décrété le dossier irrecevable. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas ouvert de dossier, quoi. Ils avaient tous les éléments qui prouvaient que j'étais innocent. Donc, c'est-à-dire que pendant toutes ces années, d'appel en appel, vous étiez privé Oui. de voir votre fille. Oui, parce que, en tout cas à l'époque et dans ce tribunal-là, le juge d'affaires familiales, enfin, les affaires familiales et le pénal ne se fréquentent pas, entre guillemets, il y a assez parallèle. C'est un peu caricatural ce que je dis. Hein. Non, Mais en fait, le juge d'affaires familiales voulait que, pour me rendre le droit de visite, voulait que toute affaire pénale soit terminée. C'est un vieil adage de droit qui n'est d'ailleurs plus valable puisque la loi a changé depuis 1997, qui dit « le criminel tient le civil en l'état ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où deux parties s'opposent à la fois sur un plan de procédure civile mais aussi dans une procédure pénale, la loi à l'époque prévoyait qu'il fallait vider le contentieux pénal avant de s'occuper du contentieux civil. Dans une affaire comme celle-là, ça signifiait que le juge aux affaires familiales ne prenait aucune décision sur la garde de l'enfant tant que la procédure pénale n'était pas définitivement terminée. Et Frédéric vient de nous expliquer les méandres de la procédure pénale et le temps que ça peut durer, effectivement, classement sans suite. Quelqu'un qui passe outre ce classement sans suite dépose plainte avec constitution de partie civile, avec un non-lieu sur lequel on peut faire appel, ce qui a été fait, et la chambre de l'instruction, qui à l'époque d'ailleurs s'appelait la chambre d'accusation, a fini par confirmer ce non-lieu. Ce qu'il explique qu'il n'ait pas pu voir sa fille malgré toutes les preuves. Oui, mais tant que ces preuves ne sont pas consacrées par une décision de justice, effectivement, ça posait une difficulté. Alors, aujourd'hui, les choses ne se passent plus du tout de la même manière. D'abord, je crois qu'il faut comprendre que les faits qui étaient reprochés à notre invité étaient suffisamment graves pour justifier des précautions, d'une manière générale. Et c'est pour ça que dans ces affaires-là, on prend beaucoup de précautions, mais les précautions étaient parfaitement remplies si on avait permis à ce père de voir sa fille dans un lieu neutre, c'est-à-dire ailleurs que chez lui, en présence d'une personne tierce. C'est ce qui se fait habituellement maintenant, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas couper le lien, parce qu'après, les conséquences, si la justice se trompe ou si elle a été mal informée, on voit quelles peuvent être l'ampleur des conséquences qu'on peut subir dans ces cas-là. Moralement, ça a dû être très dur pour vous toutes ces années. J'ai été aidé par ma famille surtout. Ouais. Parce que étant à l'étranger et ma famille ici, il y a 10 000 km d'écart, bon, ils voulaient absolument que je revienne. Et moi, je suis resté pendant 2 ans pour absolument non seulement prouver mon innocence, mais aussi retrouver ma fille, avoir une vie de papa avec ma fille. Même divorcé, on doit avoir des liens. Et ça n'a pas pu se faire, et donc du coup, grâce à ma famille, j'ai tenu le coup. Mais ça n'a pas été simple tous les jours, je vous assure. J'imagine. Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors pour vous, l'histoire est un peu différente, car c'est pour votre fils Maxime que vous vous êtes battu. Quelle relation avez-vous avec votre fils depuis sa plus tendre enfance ? Mon fils, je l'ai élevé seul à partir de l'âge de 6 ans. Il avait 6 ans quand je me suis séparée de son papa. Je l'ai pratiquement élevé seul. C'était un enfant assez turbulent, adorable, mais un peu casse-pied. Et son adolescence a été un peu compliquée. Il faisait pas mal de bêtises et... Il vous en a fait voir de toutes les couleurs. Voilà. Oui. En 2006, à l'aube de ses 21 ans, il en était où dans sa vie ? Alors, il travaillait en tant qu'électricien chez un patron, et puis son contrat s'est terminé. Et un de ses amis lui a proposé d'aller en Guadeloupe, parce que son ami avait trouvé de l'intérim, et Maxime l'a suivi. Donc, il devait y rester 6 mois. Comment vous avez pris les choses quand il vous a annoncé qu'il partait en Guadeloupe ? Il partait pour 6 mois, donc je me suis dit, c'est une belle aventure. La Guadeloupe, je connaissais la Guadeloupe, je trouvais ça super qu'il voyage. Quand il m'a dit qu'il restait, c'était un peu différent.
Pourquoi D'abord. est-il resté? Quelle vie a-t-il construit sur place? Il a rencontré une compagne qui venait de Normandie, qui faisait aussi de l'intérim en tant qu'infirmière. Et ils ont habité ensemble et puis voilà. Ils se sont installés en Guadeloupe, au soleil. 3 ans après son installation, il vous a fait part d'un nouveau projet. De quoi s'agissait-il? Avec sa compagne, ils avaient découvert la voile et ils ont eu envie d'acheter un voilier avec leurs économies. Et Maxime, par Internet, a trouvé l'achat d'un voilier à un prix intéressant en Jamaïque. Donc il est parti le chercher. Et arrivé là-bas, l'ancien propriétaire devait le ramener avec lui en Guadeloupe et il l'a laissé tomber. Et C'est-à-dire qu'il l'a pas ramené, donc il l'a laissé Il l'a- seul avec son bateau. voilà, il l'a laissé seul avec son bateau. Il lui a présenté un Anglais qui était prêt à l'aider pour revenir en Guadeloupe avec lui, par bateau. Donc il est revenu en bateau. Il est revenu en bateau avec l'Anglais et un skipper. Mhm. Et puis en mer, ils ont eu une grosse tempête, le moteur s'est cassé et les voiles se sont déchirées. Ils ont même failli se noyer. Donc ils ont dû accoster à Punta Cana, en République dominicaine, qui est à mi-chemin. Et arrivé là-bas, les douaniers ont trouvé dans la valise de l'Anglais, dans son bien caché, 8 kilos de drogue, à l'insu de Maxime et du skipper. Voilà. Donc ils se sont retrouvés tous les 3 en prison, à Saint-Domingue. Vous l'avez appris tout de suite, vous? Je l'ai appris une dizaine de jours après, quand Maxime a pu contacter sa compagne, qui m'a appelé, parce qu'il a pu obtenir un téléphone portable là-bas. Pendant 10 jours, ça a dû être une angoisse terrible. Vous n'aviez aucune nouvelle. Mais comme il était en mer et que je savais qu'on ne pouvait pas le joindre pendant 3 semaines, un mois, je ne me suis pas trop inquiétée. C'est après, quand j'ai appris la nouvelle, que le ciel m'est tombé sur la tête. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté de la culpabilité de votre fils? Ça m'a traversé l'esprit, mais je ne pensais pas que Maxime rentre dans ce genre d'histoire, même si je savais qu'il avait goûté à la drogue, mais non, je n'y ai pas pensé. Et j'ai su rapidement que le passeur de drogue, l'Anglais, a avoué et disculpé Max et le skipper. Alors, comment on réagit quand on est à 9000 km de distance et qu'on sait que son fils est emprisonné, qu'on le soupçonne d'être innocent? Ça doit être compliqué à gérer pour une Ouais, maman. c'est très difficile parce que la République dominicaine, c'est loin, c'est 9000 km. La langue est espagnole, je connaissais personne là-bas, donc ça a été vraiment, vraiment compliqué. J'ai eu un moment de grande solitude. Mais Et j'imagine qu'en même temps, vous avez cherché à tout mettre en œuvre pour sauver votre enfant. ah bien sûr, je suis comme une lionne à ce moment-là. Et ce qui m'ennuyait, c'est que Maxime soit... J'avais vraiment envie que des gens viennent le visiter. Parce que même s'il était avec son ami skipper, je suis chrétienne et par l'intermédiaire d'une église, j'ai pu contacter une famille dominicaine qui habitait à 5 km de la prison, des chrétiens, et qui ont eu à cœur de visiter Maxime 1 à 2 fois par semaine pendant toute l'incarcération. Est-ce que vous avez envisagé, vous, de partir là-bas, sur place? J'y suis allée 3 mois après, en juillet, pendant 3 semaines. Donc, Après, j'imagine avoir initié tout un tas de démarches pour tenter de prouver son innocence? on avait pris des avocats là-bas, mais c'est très compliqué parce que tous les témoignages qu'on apportait n'étaient pas pris en compte. Il n'y a pas d'enquête. Et donc, je suis allée au mois de juillet, pendant 3 semaines. Et là, on a fait des démarches à l'ambassade de France, chez les avocats. Mais on s'est vite aperçu que les avocats qui étaient pris au départ étaient corrompus, désinvoltes, incompétents. Donc, on a pu changer aussi après d'avocat. Marc, j'imagine que l'histoire de Nicole n'est pas un cas isolé. C'est quoi la complexité de ce genre de dossier? D'abord, plus j'avance dans le temps et plus je me dis qu'il ne faut absolument pas passer ses vacances en République dominicaine. Parce que le nombre d'affaires, je dis ça en plaisantant, mais le nombre d'affaires de stupéfiants sur lesquels les gens sont pris
et clament leur innocence. Je pense à ces pilotes dont on a beaucoup parlé, qui sont toujours là-bas incarcérés en attente de leur procès, et je pense à d'autres histoires. Finalement, le problème que l'on rencontre à ce moment-là, c'est qu'on est confronté à une langue différente, un pays différent, à un système judiciaire que l'on ne connaît pas et dans lequel il est extrêmement compliqué de se frayer un chemin. On est obligé de faire ce qu'a fait Nicole, c'est-à-dire de prendre le premier avocat, soit qu'on vous conseille, soit que l'on trouve, et on peut très bien mal tomber. C'est ce qui lui est malheureusement arrivé. On n'a que ce moyen-là d'avoir un intermédiaire qui à peu près connaît l'histoire, connaît la manière dont les choses se passent en République dominicaine. Après, la difficulté, c'est qu'on se plaint beaucoup en France de notre système judiciaire. Il faut aller ailleurs pour se rendre compte qu'on est très chanceux de pouvoir s'en plaindre ici. Et ce dont on se plaint ici, ce sont des détails par rapport à certains autres pays où il y a véritablement des no man's land sur le plan du droit et sur le plan des libertés individuelles. Quand j'entends qu'il a fait je ne sais combien de mois de prison sans qu'il ait même rencontré un juge pour qu'on lui pose des questions, enfin, c'est quand même des choses assez incroyables. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se retrouver confronté à un système qui n'est pas le nôtre. Nous allons retrouver Michel dans un instant. N'oubliez pas que vous pouvez réagir sur Twitter ou sur Facebook. Mais d'abord, on va découvrir ce qui vous attend dans nos prochaines émissions. A tout de suite. Quand je l'ai vu, j'ai dit c'est lui. 2 robes de mariée, une pour le jour J et une autre pour le lendemain. Des grands invités, tout devait être parfait. Elles s'apprêtaient à vivre le plus beau jour de leur vie. Mais malheureusement, C'est entre chez lui et chez moi qu'il a eu l'accident. 3 semaines avant la date du mariage, il m'a annoncé qu'il me quittait. J'ai eu aucune explication. Je l'appelle, il me dit mais est-ce que tu as vu la lettre? Il me dit oui, je t'ai fait une lettre, elle est sur la table de salon. Et là mon cœur, je m'en doutais, mais mon cœur il a fait ça. mais comment reprendre le dessus après une telle désillusion? J'avais honte parce que autour de moi, j'avais jamais entendu une chose pareille. L'étiquette qu'on peut avoir collée sur le front, qu'on est la fille qui a été larguée 3 semaines avant la date du mariage. J'ai pu continuer à vivre parce que je me suis révoltée. Et je me suis dit, ça suffit maintenant, moi aussi. Je veux vivre et avoir du bonheur. Et ton père est arrivé à ce moment-là. J'ai été mal 3 semaines. Et je me suis levée et je me suis dit, écoute, aujourd'hui, tu vas te booster, le mariage va pas se faire, c'est qu'il ne te méritait pas. Il ne méritait pas, c'est tout. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. À un moment de votre vie, vous avez tout perdu, mais vous avez réussi à tout reconstruire. Vous aviez fait fortune, mais vous avez été ruiné et vous avez dû repartir de zéro avant de retrouver une aisance matérielle. À cause d'une maladie ou d'un accident, vous avez dû tout recommencer, mais vous êtes parvenu à réaliser vos rêves. Après avoir tout perdu et touché le fond, plus personne ne croyait en vous, mais vous avez pris votre revanche. Vous meniez la carrière de vos rêves, mais vous avez dû y renoncer, et après bien des embûches, vous vous êtes construit une vie encore plus belle. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou par Internet. Je me rendais aux Comores, parce qu'il y avait le mariage de mon grand-père. Du coup, on est parti avec ma mère. À quel moment vous êtes-vous inquiété? Lors de l'atterrissage, je sens une décharge électrique, et puis c'est le trou noir. Je me réveille dans l'eau. Les vagues, elles s'abattaient sur moi. J'avais beau avancer, mais j'arrivais pas. Au bout d'un moment, j'ai voulu lâcher. Je me suis dit, non, c'est bon, je suis fatiguée, il se passe rien. Mais après, il y avait toujours cette pensée de ma mère, et du coup, j'ai rattrapé le débris d'avion et j'ai tenu. Vous êtes toujours partagé dans ces moments-là. Parce que j'ai eu Bahia, Dieu merci, mais il y a sa mère qui est partie. Tu vois toute la famille qui était partie avec eux. Des enfants qui avaient l'âge de Bahia. Qui était dans l'avion aussi? Qui étaient dans l'avion. Et du jour au lendemain, on te dit, ces gens-là, tu ne les verras jamais avec ta fille. La suite du témoignage bouleversant de Bahia et de son père, ce sera bientôt dans Toute une histoire. Bienvenue si vous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire.
Michel a été accusé à tort d'être celui que la presse avait surnommé le tueur de l'Essonne. Derrière les barreaux, il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Et on va découvrir à présent la suite de son histoire dans notre deuxième partie. Pour que la vérité éclate, comment s'est déroulée votre remise en liberté? La remise en liberté, ça a été super violent. Super violent, parce que la juge d'instruction n'a pas informé mon avocat, ni mes amis, personne. On m'a mis dehors, je ne savais pas pourquoi. C'est que le lendemain, je sais que j'étais en liberté, surveillé, bien entendu, en contrôle judiciaire. Donc on vous a mis en liberté au bout de combien de mois alors? 7 mois et demi, D'accord. Et sans vous donner de raison? sans me donner de raison. Il y avait quand même, vous avez posé des questions, j'imagine. On vous Oui, a pas mais répondu non, on ne vous répond pas. Vous sortez de prison, on ne vous répond pas. Non, vous êtes libérable. Voilà, vous sortez, c'est Donc tout. c'est-à-dire que vous vous retrouvez à l'extérieur? Qu'est-ce Oui, qui a marqué? non, juste pour dire que, bien sûr qu'il y a une raison, mais cette raison, elle vous laisse sur votre faim, puisque le juge d'instruction prend une ordonnance en disant, attendu que la détention de Michel n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Point. Voilà, donc C'est-à-dire c'est qu'on vrai lui a que... pas dit pour quelle raison on était arrivé à cette décision. Non, mais je suppose que son avocat l'avait tenu informé du déroulement des enquêtes et des investigations, Exact. et qu'il y avait d'autres suspects, etc. Donc bon, il y avait quand donc même vous le certainement saviez quand une même. idée. Oui, si je sortais, c'est ce que je savais vraiment. Bon, ils n'avaient pas de preuves tangibles contre moi. Ça, oui. Si vous sortez de prison, c'est que on peut. Donc il y avait un autre suspect. Il y a un autre suspect qu'ils ont attendu quand même un certain temps avant de l'arrêter. Parce que moi, quand j'étais en prison, ils avaient arrêté le suspect de meurtre de l'Essonne, mais ils m'ont conservé toujours en prison. C'était hallucinant, quoi. C'était. Alors, votre affaire a été énormément couverte par les médias. Avec quel impact sur votre réinsertion? Ma réinsertion, mon ancien patron m'a repris. J'ai travaillé avec lui pendant un an et demi. Et par la suite des événements avec cette affaire, c'est que j'ai perdu mon travail. Pourquoi? Parce qu'il avait des doutes sur vous? Non, du tout. C'est qu'il a perdu 3 gros contrats. Il m'a dit, Michel, je suis obligé de séparer de toi. Donc on s'est séparés à licenciement conventionnel. Et je le concevais, parce qu'il lui perdait trop d'argent, parce qu'à travers les médias, Internet, les gens se renseignent. Donc ils ont vu... Ah oui, donc c'est quand même à cause de vous. Son entreprise avait une mauvaise image à cause de vous. Exactement, oui. D'accord. Oui. Ah oui, donc c'est pas anodin quand même. Ah non, c'est pas anodin non plus, ça. Non, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous pensez que le doute est encore présent chez certaines personnes vous concernant? Oui, parce qu'il y a de la suspicion, même, quelque part. Parce que je pense que même l'opinion publique, ils attendent le procès, le mot de la fin, quoi. Ils veulent savoir pour quelle raison qu'il a fait ça. Donc oui, je pense que le procès, je crois que ça va faire un soulagement pour beaucoup de gens. Y compris pour vous? Même pour moi, oui, exactement. Quelles sont les séquelles pour vous de cette histoire? Alors, les séquelles, c'est des séquelles à vie, vous savez. C'est comme une blessure, c'est une blessure qui ne pourra plus jamais se refermer. Qui ne pourra jamais cicatriser? Non, parce que moralement, c'est très dur, vous vivez avec ça, vous savez, malgré que vous n'avez rien fait du tout, mais vous vivez avec ça. C'est un poids, c'est quelque chose que vous portez tous les jours. C'est-à-dire, vous finissez vous-même par ne plus vous faire confiance? Si, moi-même, j'ai confiance en moi-même, mais avoir confiance à 100% à la justice, non. Non, honnêtement, non. Vous savez, l'actualité récente nous a montré qu'il y a des gens qui ne supportent pas l'idée même d'être simplement accusés, qui n'acceptent pas que leur honneur soit bafoué et sali au point qu'on puisse les suspecter d'avoir commis ces faits. Je crois parfois il faut se remettre dans la peau de ces personnes-là et se dire que il faut être sacrément bien constitué et solide pour pouvoir finalement passer au travers de toutes ces épreuves et en sortir à peu près en bon état. Exactement, parce que déjà dans des histoires comme ça, quand on vous accuse de meurtre, c'est pas anodin, c'est quand même assez lourd. Mais c'est vrai que c'est très très difficile à porter. Il faut avoir un moral d'acier. Et en plus, j'imagine qu'il y a la douleur d'avoir perdu votre compagne de l'époque. Il y a ça aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais mine de rien, c'est pas anodin. C'est pas anodin, mais non, mais tu savez, on est des êtres humains, on s'aime, tout ça, mais perdre quelqu'un que vous connaissez correctement, c'est vrai que ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors, sans compter l'aspect financier, parce que par exemple, on vous défonce votre porte, il faut la réparer. Qui prend en charge, par exemple, ce genre de dépenses? C'est moi qui dois tout payer. On m'a cassé la porte, on m'a cassé des petites choses, mais tout est à moi de payer, quoi.
Vous avez reçu des indemnités Non, absolument pas, pas encore. pour ces 7 mois et demi de prison? Rien. Rien. Donc ça se passe comment? Il y a pour une les procédure indemnités qui peut être mise en place à partir du moment où on a une décision définitive qui consacre l'innocence, que ce soit un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, et qu'il y a eu de la détention provisoire, parce que la France n'indemnise pas la personne qui a été accusée à tort, elle n'indemnise que la personne qui a été détenue à tort. C'est-à-dire que si on a fait de la détention provisoire et qu'en bout de course on n'est pas condamné, la justice française considère que cette période de détention est de la détention arbitraire qu'elle indemnise. Il faut, dans les 6 mois de la décision, saisir une juridiction, qui est le premier président de la Cour d'appel, d'une demande en indemnité. Et cette indemnité est évaluée par ce magistrat. Elle peut être variable d'une personne à Elle l'autre? est extrêmement variable, puisque en fait, c'est un préjudice, évidemment, le préjudice moral. Il faut juger de l'importance du préjudice. Et puis il y a le préjudice professionnel. Vous comprenez bien que quelqu'un qui gagne 45 000 € par mois sera évidemment différemment indemnisé que quelqu'un qui est au SMIC. Moi, je me rappelle avoir eu une histoire qui avait fait scandale à l'époque, où j'avais défendu une jeune femme qui était, à l'époque, c'était le RMI. Et elle avait été détenue pendant 18 mois. J'avais saisi le premier président d'une demande. Et le premier président m'avait répondu « vous n'aurez rien ». Puisque finalement, elle a été en détention, logée, nourrie. Elle n'avait pas grand-chose d'autre à l'extérieur. Bon, je vous rassure, cette décision a été frappée d'un recours par moi et j'ai obtenu une indemnisation. Mais c'est pour vous dire que, la justice n'aime pas se tromper, quel que soit le pays. Elle n'aime pas qu'on le lui dise. Et quand on le lui a dit, elle n'aime pas en payer les conséquences. Parce que si vous entr'ouvrez la porte de ça, ils ont peur que tout le monde s'engouffre à l'intérieur de cette brèche et que ça représente des sommes considérables à débourser. Bon, est-ce que vous êtes encore motivé par votre profession, cher Marc? Bon. Bien sûr. Et de plus en plus, et chaque fois que je rencontre un cas comme celui-là, ça me donne encore plus envie de me battre, heureusement. Pourquoi vous êtes là, Michel, aujourd'hui? Pourquoi je suis sur le plateau? C'est pour passer un petit message quelque part en disant que vraiment, bon, moi j'ai plus trop confiance à la justice, mais la justice, il faut une justice quand même. Il faut de la police, tout ça, pour mettre de l'ordre. Et faire passer un message à travers tout ça, c'est que ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. Que ce soit un homme ou une femme, ça peut arriver à n'importe qui. Alors, quel est votre conseil? Je n'ai pas de conseil à donner. Non. Si c'était à refaire, vous vous redéfendriez de la même manière? Exact. Oui. Ouais, vous feriez la même chose. Exactement, ouais. Donc on retient le conseil de Maître Gégeur sur le fait de vraiment accorder de l'importance au fait d'être bien défendu, notamment au moment de sa garde à vue. C'est vrai qu'il faut avoir un très très bon avocat. Pas des avocats qui sont commis d'office parce qu'ils sortent de l'école ou je ne sais pas trop quoi. Ils ne connaissent pas les dossiers, ils ne connaissent rien, ils ne peuvent pas regarder dans le dossier, les preuves, tout ça. Dites pas que quand on sort de l'école, qu'on ne connaît rien. Parce que non, là, on ne connaît pas rien, bien sûr. Non, c'est pas le cas. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut replacer l'histoire de Michel dans le contexte, y compris dans la chronologie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le rôle de l'avocat était assez faible. Aujourd'hui, même un jeune avocat, le simple fait qu'il y ait la présence de l'avocat pendant les interrogatoires, ça change tout. Parce qu'évidemment, on ne va pas lui coller une claque derrière la tête alors qu'il y a l'avocat à côté, si vous voulez. Juste, rappelez-nous comment la loi a changé sur ce plan-là. Alors, la loi a changé sous la... C'est surtout sous la pression du droit européen, puisque la France a été condamnée à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas respecter ce droit fondamental que consacre la Cour européenne des droits de l'homme, qui consiste à dire qu'une personne qui est accusée doit être assistée au moment où elle est interrogée. Et l'Europe va plus loin puisqu'elle dit que l'avocat... La présomption d'innocence? Oui, bien sûr, c'est la présomption d'innocence. Et c'est surtout le droit qu'une personne a d'être confrontée aux charges qui pèsent sur lui pour pouvoir se défendre, assistée d'un avocat. La France est encore très rétive puisqu'elle ne va pas jusqu'au bout du raisonnement européen, puisque aujourd'hui, l'avocat n'a toujours pas accès au dossier au moment où son client est placé en garde à vue. Donc en fait, on lui pose des questions, je ne sais pas sur quoi sont fondées ces questions, et au fur et à mesure, on sort de son chapeau, comme ça, un certain nombre d'éléments en disant « Ah bah tiens, à tel jour, telle heure, vous étiez là, je peux voir la pièce ?» Non. Donc si vous voulez, c'est très compliqué. C'est pour ça que quand les affaires sont sérieuses et que les charges qui peuvent peser contre la personne sont lourdes, eh bien parfois il est préférable de garder le silence et d'attendre qu'on ait accès au dossier pour pouvoir s'en expliquer. Frédéric, votre ex-femme vous a accusé
d'inceste sur votre fille de 3 ans. Vous vous êtes battu pour prouver votre innocence. À quel point avez-vous eu du mal à vous reconstruire à votre arrivée en France au bout de 2 ans? À quel point? C'est pas simple de se reconstruire quand on a cette épée de Damoclès sur la tête, quand on sait qu'on n'a rien fait et qu'on voit plus sa fille, c'est très compliqué. J'ai, grâce à mon entourage qui m'a jamais laissé tomber, que à l'époque où j'étais à l'étranger ou à mon retour en France, encore mieux. Et la meilleure solution, c'est de retrouver du travail. D'abord, de repartir, de se battre pour soi-même, parce qu'on sait que le travail qu'on va apporter sur soi va être profitable un jour ou l'autre, le jour où on va revoir sa fille. Donc il faut se préparer pour ça. C'était mon objectif. Donc vous êtes battu combien d'années, vous? Je me bats toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis battu officiellement par rapport à la loi 4 ans. Comme je le disais en amont de l'émission, les 4 années de combat pour avoir ce non-lieu faute de preuve, qui pour moi, Maître en parlera, mais n'est pas un terme efficace. Faute de preuve, c'est-à-dire qu'on continue à vous penser coupable, mais on n'a pas trouvé les preuves. C'est pire que ça, c'est faute de preuve suffisante. Voilà, c'est ça. C'est pas un terme efficace. Donc ça laisse planer un doute. Est-ce que vous auriez aimé quelle décision, vous? Un non-lieu innocent. Innocent. Vous êtes innocent. Le non-lieu faute de preuve, en fait, par rapport à nous, c'est pas très important. On sait ce que c'est. Mais comment c'est possible cette décision alors que les résultats des examens menés sur votre fille ont été négatifs? Écoutez, c'est une décision technique, je crois. On ne peut pas dire innocent à partir du moment où il n'y a pas eu de procès. Oui, non, ça c'est un problème. Si vous voulez, tant que vous n'êtes pas accusé, c'est-à-dire il a été mis en examen. C'est ça. Ça veut dire que pour la justice, il existait des charges suffisantes laissant à penser qu'il a pu commettre les faits qui lui sont reprochés, et non pas des certitudes qui entraînent sa condamnation. Donc à ce stade-là, la question que la justice se pose, c'est pas coupable ou innocent, c'est charge suffisante ou charge pas suffisante pour le renvoyer devant une juridiction pour qu'il soit jugé. Donc la réponse, elle est binaire. C'est il n'y a pas de charge suffisante parce que l'infraction est insuffisamment caractérisée, parce qu'il n'y a pas de preuves suffisantes, etc. Donc ça s'arrête à ce moment-là, dans ces conditions-là. Mais la terminologie, effectivement, peut laisser planer un doute. Oui, mais dans ce cas, ça va plus loin, puisqu'il y a eu des preuves comme quoi il ne s'est rien passé. Le problème du non-lieu faute de preuve, c'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à la reconstruction, parce qu'on n'est pas les seuls à souffrir de ce qui s'est passé. Il y a les enfants aussi derrière. Comment un enfant peut se reconstruire quand on dit ton père a été innocent, n'a pas été accusé parce qu'il n'y a pas cette preuve. Bon, les accusateurs profitent de ça pour laisser le discrédit, le doute à l'enfant. Alors, est-ce que vous avez pu revoir votre fille? Oui, je l'ai revue. Combien de temps après? 4 ans après. Et quelles sont vos relations avec elle? En fait, à l'époque, c'était on s'est revus en France, donc ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, quelle relation avez-vous avec elle? Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Elle a 21 ans, donc elle a choisi de rester dans le pays où elle est née. Elle est avec sa famille, donc les relations sont plus lointaines. Pardonnez-moi, excusez-moi. Non, je vous en prie. Mais est-ce qu'elle vous a dit qu'elle ne vous avait jamais accusé ou qu'elle vous avait accusé à tort? Oui, c'est ça. Elle m'a dit la première fois qu'on s'est revus, on était dans un resto, on discutait, on rigolait et tout. J'étais avec mon ami à l'époque, et puis elle m'a dit, papa, je sais que tu m'as rien fait. Je crois que ça, c'est la chose la plus importante entre vous. Ouais. Moi, ça m'a fait quelque chose, parce que les faits étaient à l'époque, elle avait 3 ans et demi, je la revois à 7 ans et demi, 8 ans, elle me dit ça, je me rends compte que finalement, elle a bien capté les choses, quoi, même quand on est petit. Et du coup, j'ai pas voulu en rajouter en allant reporter plainte à nouveau. Je voulais pas non plus créer de traumatisme, un autre traumatisme pour elle. On est juste allé voir un huissier pour écrire ce qu'elle a dit. Et du coup, en fait, elle sait que ça, elle l'a dit, quoi. Et du coup, le jour où elle voudra voir le dossier, elle pourra le voir. Bon, j'imagine que pour vous, ça a dû être difficile de traverser toutes ces années moralement, psychologiquement. C'est pas facile tous les jours, mais il faut se battre.
c'est un peu pour ça que je suis venu, c'est pour dire aux gens qui vivent la même chose aujourd'hui ou qui sont dans la même situation, qu'il faut toujours se battre, ne pas rester seul. Ça, c'est important, être avec des gens autour de soi. Compter sur sa famille, ça, c'est ce qui m'a sauvé. Est-ce que ça induit pour vous des problèmes de confiance dans les rapports humains? Ça dépend dans quelles circonstances. Mais oui. Notamment vis-à-vis des femmes, peut-être? Oui, non. Il y a des femmes qui ont des enfants, peut-être. Mais oui, ça a joué. Là, ça commence à partir. Je commence à... Frédéric, c'est vous que nos téléspectateurs pourront retrouver cet après-midi sur notre chat pour dialoguer avec vous. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez commenter l'émission sur Twitter ou sur Facebook. Je peux dire encore un mot? Oui. Juste un mot. Dire que c'est important de s'organiser aussi. Et s'organiser, ça veut dire, pour moi, créer peut-être une association des gens qui ont été accusés à tort, parce qu'il n'existe pas en France. Ça n'existe pas d'association de structure d'accompagnement. Ça alors? On n'est pas considéré comme victime. Ouais. Il y a un vide là-dessus. Ouais, et j'en appelle au public et aux téléspectateurs de réagir là-dessus, parce que c'est hyper important par rapport aux gens qui ont vécu ça, de s'organiser. Nicole, votre fils a été incarcéré pour trafic de drogue en République dominicaine. Vous êtes battu pour prouver son innocence. Pas facile à distance, pas facile avec une justice étrangère et des fonctionnements différents. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez pu vous rendre sur place 3 mois après le début de son incarcération. Oui, je suis allée en juillet, du 1er au 21 juillet, parce que le premier procès était le 14 juillet. Et ça a été reporté pour investigation. Et il est passé 16 ou 17 fois au tribunal. Et à chaque fois, c'était reporté. Il manquait un avocat, il manquait un traducteur. Il y avait trop de dossiers, il n'y avait pas assez d'éléments. Et ça a été difficile parce qu'à chaque fois... Tout ça, ça coûte cher parce qu'il faut payer tous ces frais d'avocat. Non, on payait les avocats et puis c'était eux qui payaient les traducteurs. C'était eux aussi, c'était la justice dominicaine qui payait. Et psychologiquement, comment tenait-il? Comment tenait-il? Ah, c'était compliqué, parce qu'à chaque fois, ils étaient levés à 4 heures du matin, il y avait toute la pression, il espérait à chaque fois qu'ils allaient être enfin blanchis, surtout que nous, on avait un coupable, puisque le passeur de drogue, l'anglais, reconnaissait qu'il était le seul fautif. Et à chaque fois, c'était décevant, il repartait en prison. Donc finalement, il a passé combien de temps? 10 mois. Combien? 10 mois. 10 mois. Est-ce que vous avez pu nouer avec lui un autre type de relation? Oui, parce que ce qui est bien là-bas, c'est qu'on passe toute la journée en prison avec les prisonniers. C'est-à-dire toutes les cellules sont ouvertes, il y a les enfants, il y a une ambiance exotique qui est assez sympa. Enfin, c'est la première fois que j'entends dire ça. Ce qui est bien là-bas, c'est qu'on passe toutes nos journées en prison, c'est sympa. Non, c'était pas un club de vacances, hein. Mais c'est mieux que les parloirs où on se voit derrière une grille. Donc j'ai passé des moments super avec lui, de dialogue. Il m'a demandé pardon pour toutes les bêtises qu'il avait faites. Donc ça vous a rapproché? Oui. Donc finalement, le procès a fini par avoir lieu en février 2010. Le verdict? Eh bien, le skipper et Maxime ont été innocentés. Et le passeur de drogue a eu 5 ans. Ce que vous qui n'est pas beaucoup. Depuis le début, finalement, puisque le passeur anglais l'avait avoué. Donc, en gros, c'est 10 mois de prison pour rien. Oui. Mais ce n'était pas gagné, parce que bien souvent, il y en a un qui se sacrifie pour que les 2 autres partent et continuent leur business. Oui. Donc, il y avait ça en toile de fond aussi. Donc, en fait, il avait été requis combien contre lui? 10 à 15 ans de prison. Ouais. Là, c'est vraiment un miracle qu'il soit sorti parce qu'il y en a d'autres que ça ne s'est pas terminé comme ça. Hein. Alors, il en est où, Maxime, aujourd'hui dans sa vie? Il va très bien. Il s'est marié avec sa compagne. Il est toujours là-bas? Il est en Guadeloupe. Oui, il est retourné en Guadeloupe. Il a découvert la foi en prison, ce qui a vraiment changé sa vie. Ils ont une petite fille et puis tout va bien. Ça a été difficile en sortant parce qu'il y avait toujours les bruits, la peur. C'est pas rien de rester 10 mois en prison. Et il va très bien. Bon, super.
Quel serait le message que vous feriez passer, vous, aujourd'hui, à ceux qui nous regardent? Ah ben de toujours soutenir ces gamins, quoi qu'ils aient fait. Bon, parce qu'il aurait été coupable, bon, je l'aurais soutenu aussi. Bon, il aurait été puni, c'était tout à fait normal. Mais toujours croire en ces enfants et croire en leur potentiel et puis ne pas baisser les bras. Voilà. Marc? Priez pour que ça ne vous arrive jamais d'être accusé à tort parce que c'est vraiment très compliqué. Ouais. Et puis si jamais par infortune ça devait vous arriver, ne vous privez pas d'un professionnel à vos côtés. Merci à tous pour vos témoignages forts en émotion. Merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas la rubrique Toute une histoire dans Version Fémina de ce week-end. Et pour l'heure, on se retrouve tout de suite avec un nouveau numéro de l'Histoire continue. Nous aurons le plaisir de retrouver Aude et Anaïs. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les nausées, la fatigue, l'absence de règles. Et j'avais aussi le ventre qui s'arrondissait. Malgré tous ces symptômes, Anaïs n'était pas enceinte. Elle avait fait une grossesse nerveuse. Vous faites comme si vous étiez une petite maman. Moi, je me permets de vous le dire, il faut se poser en acceptant de dire mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Depuis l'émission, Anaïs a suivi les conseils d'Amina et elle est en train d'écrire une nouvelle page de sa vie. Quant à Aude, elle avait fait un burn-out. J'avais un métier où j'ai tellement été harcelée par les autres qu'il a fallu que je me reconstruise en comprenant que ce n'était pas que de ma faute. Pour décompresser, Aude a trouvé un moyen bien à elle. C'est donc sur un air de gospel que nous découvrirons la suite de son histoire dans quelques minutes.